En novembre 2011, Latoya Ammons emménage dans un petit cottage blanc dans la ville de Gary, Indiana, avec ses 3 enfants, âgés de 7, 9 et 12 ans, et sa mère, Rosa Campbell. La maison est modeste mais solide. L'occasion pour cette mère célibataire d'offrir un peu de stabilité et de sécurité à ses enfants. Ce qu'elle garde pour elle, au départ, c'est qu'elle a un étrange pressentiment lorsqu'elle découvre la maison pour la première fois. Il y a quelque chose qui la gêne entre ses murs, mais elle ne saurait pas dire quoi. Et puis, de toute façon, elle ne peut pas se permettre de faire la fine bouche. Ses finances ne l'autorisent pas à viser mieux que ça. Alors, elle signe le bail et prie pour que ce ne soit qu'une impression. Il ne faut malheureusement qu'un mois pour que Latoya commence à voir ses craintes se confirmer. En décembre, elle est bien forcée de constater que la maison a un sacré problème. Le porche, qui est pourtant fermé sur l'extérieur, est constamment envahi par des mouches. Tous les jours, le silence est rompu par des dizaines et des dizaines de grosses mouches noires qui bourdonnent et se heurtent aux carreaux des fenêtres. Latoya et sa mère Rosa ont beau les exterminer, installer toutes sortes de pièges, les insectes trouvent toujours le moyen de revenir. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le mois de décembre est froid dans l'Indiana et que ce n'est absolument pas la saison des mouches. Ce qu'elles ignorent encore à ce moment-là, c'est que cette infestation n'est qu'un aperçu du cauchemar qu'elles s'apprêtent à vivre dans cette maison et que la source de l'invasion n'a rien de naturel. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 4, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Les mouches deviennent rapidement anecdotiques en comparaison avec tous les événements étranges qui surviennent dans la maison. Régulièrement, après minuit, Latoya et sa mère entendent le même bruit inquiétant. Le son de pas lourds et confiants qui remontent les escaliers de la cave. Puis le grincement de la porte qui donne sur la cuisine et s'ouvre lentement. À chaque fois qu'elles vont là où le son les guide, elles ne voient rien d'anormal. Mais le phénomène se reproduit, nuit après nuit, rendant le moment du coucher plus stressant qu'apaisant au fil des soirs. Une nuit, Rosa, la grand-mère, se réveille en sursaut, perturbée par l'étrange sensation d'être observée par quelqu'un. Elle regarde autour d'elle, plissant les yeux dans l'obscurité pour tenter de discerner quelque chose. Son souffle se coupe net alors qu'elle pose son regard sur la porte de sa chambre. Elle est ouverte, ce qui lui permet de voir le salon depuis son lit. Et là, elle aperçoit une silhouette masculine en train d'arpenter la pièce. Elle se jette alors hors de son lit, allume la lumière du salon et... personne. L'homme a disparu, bien qu'il n'y ait ni porte ni fenêtre ouverte. Et puis, Rosa a été bien trop rapide pour qu'il ait eu le temps de sortir par la porte d'entrée, de la refermer derrière lui et de disparaître du périmètre. La femme se demande alors si elle n'a pas tout simplement rêvé, mais alors qu'elle baisse les yeux, elle aperçoit des traces de pas boueuses sur le sol. Les empreintes semblent avoir été laissées par des grosses bottes, et la pointure correspond à celle de la taille de l'homme qu'elle a vu depuis sa chambre. Et le 10 mars 2012, tout bascule. Toute tentative de rationaliser quoi que ce soit devient vaine à la suite d'un événement particulièrement traumatisant pour la famille. Il est environ 2 heures du matin, et Latoya se rend dans la chambre de sa fille aînée de 12 ans pour vérifier que tout va bien. En temps normal, elle serait déjà couchée depuis longtemps, mais ce soir-là, la jeune fille a décidé d'inviter quelques amis à la maison. Et soudain, Rosa, qui était restée dans le salon, entend sa fille l'appeler en criant. Elle se rue dans la chambre et assiste, médusée, à une scène hors du commun. Sa petite fille, visiblement inconsciente, lévite clairement au-dessus de son lit. Autour d'elle, Latoya et les camarades de la fillette sont paralysés de peur. Rosa se jette alors à genoux et se met à prier, incitant le reste de l'assemblée à en faire de même. Tout le monde suit son impulsion. Au bout de quelques instants, le corps de la jeune fille redescend et vient se poser délicatement sur le lit. Elle se réveille alors, comme si de rien n'était. Et quand on la questionne sur ce qui vient de se passer, elle répond qu'elle n'a aucun souvenir de l'incident. Quant à ses invités, elles n'ont plus jamais voulu remettre les pieds chez elle après cette nuit terrifiante. Pour Rosa, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle dit à sa fille qu'il faut absolument qu'elles en parlent à quelqu'un qui sait quoi faire dans ce genre de situation.
Elles ont désespérément besoin d'aide. La Toya reconnaît que tout ça les dépasse, et les deux femmes se mettent alors à appeler plusieurs églises de quartier, mais aucune ne les prend au sérieux. Leurs interlocuteurs ne les laissent même pas finir leur récit avant de les envoyer promener. Après plusieurs tentatives, elles tombent finalement sur une personne qui accepte de les aiguiller. Le fonctionnaire d'une église locale les informe que leur maison est très certainement habitée par des esprits et leur indique la marche à suivre pour s'en débarrasser. Les femmes s'exécutent immédiatement. Elles commencent par nettoyer toute l'habitation à l'eau de javel et à l'ammoniac. Ensuite, elles utilisent de l'huile pour dessiner des croix au-dessus de toutes les portes et de toutes les fenêtres. Une fois les enfants rentrés de l'école, elles leur enduisent la tête, les pieds et les mains d'huile d'olive, puis utilisent ce qu'il en reste pour dessiner des croix sur leur front. Elles entrent ensuite en contact avec 2 médiums qui, après avoir visité la maison, les informent que ce ne sont pas des esprits qui squattent les lieux, mais des démons. Et ils sont nombreux. Plus de 200 pour être exact. Lorsque la Toya leur demande ce qu'elle doit faire, ils lui répondent que la meilleure des solutions serait tout simplement de déménager. Seulement, financièrement, c'est complètement inenvisageable pour la mère célibataire. Elle suit donc un autre de leurs conseils et érige un petit hôtel dans la cave pour tenter de se protéger de l'influence des démons. Sur une petite table, elle place une nappe blanche, une bougie de la même couleur et des figurines représentant Marie, Joseph et Jésus. Elle pose ensuite une Bible ouverte à la page du psaume 91 qui commence ainsi. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Après ça, elle fait brûler un petit bouquet de sauge et arpente toute la maison pour la purifier par fumigation. En même temps, une amie venue pour l'aider récite le psaume 91 à voix haute. Pendant les 3 jours qui suivent ce rituel de purification, il ne se passe rien. Pas un bruit étrange, pas une mouche, pas l'ombre d'un épisode de lévitation. Rien. La Toya et Rosa sont alors convaincues que la méthode conseillée par les médiums a fonctionné et qu'elles sont enfin tirées d'affaire. Mais le 4e jour, les choses prennent un tournant encore plus sinistre. Alors qu'elle est en train de ramasser le linge sale à travers la maison pour lancer une machine, la Toya est interrompue par une petite voix. Elle reconnaît immédiatement celle de son plus jeune fils, alors âgé de 7 ans, et se rend dans sa chambre pour voir à qui il est en train de parler. Mais sa chambre est vide. Pourtant, elle l'entend nettement. Elle comprend alors que la voix vient de son placard, et lorsqu'elle ouvre la porte, elle retrouve son petit garçon assis dans le noir, en train de parler à quelqu'un qu'elle ne voit pas. Elle questionne alors son fils, qui lui dit qu'il parle à un petit garçon, qui lui explique ce que ça fait d'être tué. Quelques jours plus tard, alors que son fils est seul dans la salle de bain, elle le voit se faire projeter hors de la pièce, comme si quelqu'un l'avait violemment jeté contre le mur du couloir. Après s'être assurée que son enfant allait bien, enfin, aussi bien qu'on puisse aller après un tel accident, elle se rend dans la salle de bain et la retrouve évidemment totalement vide. Mais son plus jeune fils n'est pas le seul à être victime des démons. Sa fille aînée, qui avait déjà vécu l'épisode de lévitation, se retrouve forcée de se faire recoudre le front après avoir été violemment heurtée par un meuble, mue par une force invisible. Lorsqu'elle est interrogée par les médecins, la jeune fille explique qu'il lui arrive parfois d'avoir la sensation d'être étranglée et d'être complètement paralysée pendant de longues minutes, à tel point qu'elle ne peut ni bouger, ni parler. Naturellement, les services sociaux finissent par être impliqués. Après tout, la vie de plusieurs enfants est en jeu et les autorités doivent vérifier qu'ils ne sont pas élevés dans un milieu hostile par des adultes mal intentionnés. Cet événement permet à la Toya de découvrir à quel point les démons qui hantent sa maison sont déterminés et ne manquent pas de cran. Les employés des services sociaux et le médecin de la famille assistent à une scène dont ils se souviendront sans doute toute leur vie. Alors qu'ils sont en pleine inspection, l'un des fils de la Toya est brutalement soulevé dans les airs, puis jeté contre un mur, sans que personne ne le touche. Le garçon perd immédiatement connaissance. Sa mère se précipite vers lui et le prend dans ses bras pendant que quelqu'un appelle les urgences. Et lorsque les ambulances et la police arrivent, personne n'arrive à expliquer clairement ce qui s'est passé. À l'hôpital, une employée des services de protection de l'enfance interroge le jeune garçon pour avoir sa version des faits et s'assurer une fois de plus qu'il n'est pas victime d'abus de la part de sa famille. Mais lors de l'interrogation, celui-ci ne fait que grogner et montrer les dents,
tandis que ses yeux se révulsent dans leurs orbites. Plus tard, il attaque son grand frère et lui serre le cou si fort qu'il faut l'aide de plusieurs adultes pour séparer les deux garçons. Lors d'un examen supplémentaire, c'est son frère de 9 ans qui choque toute l'assemblée. Devant des infirmières et un officier de police, alors que l'enfant tient la main de sa grand-mère, il se met à marcher sur le mur qui est derrière lui, avant d'atteindre le plafond, de rester planté à l'envers quelques secondes et de faire un salto pour atterrir sur le sol. Le tout sans lâcher la main de Rosa. Le policier qui assiste à la scène assure que jusqu'à cet événement, il n'avait jamais cru à aucune histoire paranormale. Les services sociaux finissent néanmoins par prendre une décision difficile et retirent temporairement la garde de ses enfants à la Toya. Leur théorie est qu'ils font tous semblant d'être possédés pour corroborer les croyances de leur mère et subissent, consciemment ou non, l'influence de ce qu'ils déterminent être des fantasmes de fanatiques. La Toya est évidemment dévastée, mais ne lâche pas l'affaire et s'acharne à libérer sa maison des démons qui l'infestent. Elle fait alors appel à un prêtre qui réalise plusieurs exorcismes sur la maison et sur la Toya. Au bout de quelques mois, en juin 2012, la jeune femme parvient enfin à quitter la ville de Gary pour emménager à Indianapolis avec sa mère. Elle continue régulièrement les séances d'exorcisme avec le prêtre. Et en novembre de la même année, les services sociaux acceptent enfin de lui rendre la garde de ses enfants. La famille n'a plus jamais remis les pieds dans la maison maudite, et depuis leur relocalisation, plus aucun drame n'a jamais été signalé. Malgré le scepticisme des psychologues et des spécialistes qui se sont penchés sur l'affaire, la Toya reste catégorique. Elle n'a rien inventé et elle n'a jamais incité ses enfants à mentir sur la situation. Tout était parfaitement authentique et plusieurs personnes peuvent en attester, y compris le personnel médical et les policiers qui ont assisté à certaines de ces scènes choquantes. En 2014, Zak Bagans, star de l'émission de chasseurs de fantômes Ghost Adventures et grand collectionneur d'objets paranormaux, décide de racheter la maison. Après y avoir mené son enquête personnelle, il prend une décision radicale et la fait raser intégralement. C'était, pour lui, la seule solution pour venir à bout des démons. L'histoire ne dit pas si la démolition de la maison a réellement fait disparaître les démons ou les a simplement libérés. Peut-être aurait-il été préférable de la laisser intacte sans que jamais personne y habite, pour éviter que le mal ne se propage ailleurs. La vraie question, si les démons ont effectivement été délogés, c'est s'ils se sont relocalisés en groupe ou s'ils se sont séparés pour aller hanter 200 maisons différentes. Dites-moi, vous avez vu des mouches chez vous récemment ? Merci d'avoir écouté Feu de camp, un podcast énergie produit par Paradiso Media, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Gérald Doré.